Hmm. Voyons voir. Je me demande si j'aurai toujours mes notifications et tout ça. Ah, YouTube. On va voir à quoi ça ressemble un live YouTube. Oh, c'est pas mal en vrai. Nice. Fuck. 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 Da, 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 dum, dum. Ah, par contre, je sais même pas si je vais voir mes messages et tout. Mhm. D'abord ma vidéo, bien évidemment. Je pense avoir regardé. Oh. Non. Ok. Ferme ta gueule. Ah. Je suis toujours. Effectivement. Ah. Quelle erreur. Il raconte la merde, frère. Voyons voir. Je pense pas que j'ai fait des erreurs de montage quelque part. Hein. J'ai pratiquement zéro montage en tout en plus. Ok. Les documentaires. Ah, ça, c'est à l'ancienne, ça. J'ai un problème avec ma scène, en fait. Business, man. Business. Effectivement. Ah ouais? Non, je pense pas. Le roi de YouTube. C'est pas un peu exagéré? Bon, par contre, le père Jules, il a vraiment la voix il a vraiment la voix d'un narrateur de documentaire, frère. C'est abusé. Puis tellement la différence entre sa voix quand il parle. Ah, 3 kilos combien? Il était costaud, hein. Mais moi, je... Ouah, 3 kilos 700. Ah, moi, je pense que je suis nigérien, quoi. 3,5, non? Ou un peu plus, je ne sais pas. Petite anecdote. Non, pas d'anecdote. Pas d'anecdote, man, on s'en fout. Vas-y. Fitmastu, Amixem et Nato. Intéressant.
Ah, bad buzz. Comment ça, sa vidéo raciste? Ah. Hum. Ah, je vois comment ça aurait pu déraper. En vrai, la production, c'est un truc de fond. Ok. Waouh. Par contre, son truc là, son petit pull Lacoste là, ça a du flow, non? Ah, c'est un polo, littéralement. Ah. Moussa? C'est quoi qui écrit, Moussa? Moussa, ok. Moussa. Ils sont tous en Lacoste, frère. Ah, ça sent la collaboration commerciale, ça. Ah. En fait, il y a moyen qu'il n'y ait même pas de son, t'en fais voir. Comment je fais ça déjà? Mhm. Y voilà. Enfin, Nice. non. Ouais. Ah ouais, comme si j'étais pas parfait, c'est bien ça, t'es malin toi. Quoi encore? Est-ce que tu pourrais parler d'un de mes défauts? Ça crée de l'empathie, c'est pas mal. Ouais, ouais, n'importe lequel, franchement, t'inventes, il est Radin. perfectionniste. Cyprien Waouh. est très radin. Cyprien est radin. Non, non, invente autre chose. Ah non, mais j'invente pas. Hein. Il me casse les couilles là, pourquoi ils disent tous ça là, c'est fou. Tu m'invites à déj la dernière fois, c'est Tout moi le qui ai monde lui payé. dit c'est Non, que c'est j'ai pas faux. pris mon portefeuille, en plus j'ai pris un casse-dalle. Bah, c'est le plus gros rat que je connaisse. Vas-y, on supprime là, supprime ça. Non, non, je ne Tout le suis monde pas lui radin. dit c'est que c'est Je sais faux. juste bien gérer mon budget. Tu peux incruster une forêt, genre une plage, mets une plage. Mais attends, c'est quoi ça? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, c'est bien ça. Grâce à Revolut. Cliquez sur mon lien dans la description pour Ah, bien télécharger évidemment. l'application. Ainsi, Revolut vous offre 20 euros et la chance d'être tiré au sort pour gagner 1000 euros. Et tout ça est gratuit. Attends, donc c'est un placement produit dans ton documentaire? Mais gratuit, plus gros. Vas-y, plus gros. Encore? Emballeuse. Tu peux le faire plus gros encore? Oui, oui. Un placement. Voilà, parfait. Revolut, c'est la banque en ligne qui vous permet de créer un compte en moins de 5 minutes. Et c'est gratuit. Vous voulez une carte physique comme celle-ci? Ça doit coûter un C'est petit- gratuit. Des paiements à l'étranger, créer un compte joint, gagner des miles avec votre carte. Ah, ça coûte un peu cher. C'est gratuit. Envoyer de l'argent instantanément vers d'autres comptes Revolut dans plus de 30 pays. C'est gratuit. Pas étonnant que Revolut soit l'application bancaire la plus téléchargée en France. Et C'est gratuit. C'est gratuit, on l'a, je l'ai, on a suivi le truc, c'est bon, on peut. Allez. Les pubs versus la vie, j'ai bien aimé. En vrai, ce format-là, c'était sympa. Pas mal, hein? C'est 4 épisodes d'1 heure. Ça va s'appeler Cyprien, la légende. Intéressé? Tu peux pas faire un documentaire sur toi-même. Ben si. Mais non. Orelsan, le documentaire, c'est son frère qui le filme. Squeezie, c'est son réalisateur. Voilà, faut que ce soit quelqu'un d'extérieur, de proche. C'est ça qui J'ai crée pas de vu le l'émotion. documentaire de Squeezie. Voilà. J'ai ça, moi. Si, j'ai. Quelqu'un qui me suit au quotidien, ouais. Qui? Moussa.
La maman. Hey Gabriel, ça fait longtemps, hein. Donc Gabriel, c'est mon petit cousin, on jouait tout le temps ensemble quand on était gamin, je suis un peu son idole. Depuis que c'est vrai que ça... Je dirais pas. Bon, vas-y, on va être pas le public visé. Je pense que sur YouTube, on aura plus de chance. Sur YouTube, sur Google plutôt. Qu'est-ce qu'on peut se mater ici, hein? Oh, ça a l'air intéressant, ça. Diffusion en direct de IceTka. T'es sérieux, c'est ça le titre? Yo. Yo. On va voir c'est comment le délai, frère. Hello? Ah oui, il y a 10 ans de délai, c'est abusé. Mais bah, là. On peut se mater une vidéo de teuf, non? Oh, oh. What the, yo, what? Qu'est-ce que c'était? euh, un instant. Alright. Mais on va, ça a l'air intéressant, ça. Ah, ça, c'est à l'ancienne, ça. Oh ouais. Mignon, le chat. Faut que je coupe mes notifications, frère. Et avec le son, ce serait beaucoup mieux, non? Actual video. The murder of Robert I'm Il a working failli on right now. manquer That one is l'intro, mais called c'est One quand même... Conspiracy Theory from Every Single State. So this is going to be another big one. Oh. Hope you guys catch that. It'll probably be the next upload, but just want to let you guys know. Ça, il est Anyway, plutôt fort. let's head on to the actual video. C'est que moi aussi, ma voix, elle sature pas. The murder of Robert Godwin Sr. In one of the Somewhat, most bizarre mais- trends to hit social media, a man named Steve Steffens committed what is now termed as a performance crime by killing an elderly man named Robert Godwin Sr. The video of the incident showed Steven Steffens opening fire and killing the 74-year-old who was just collecting aluminum cans on the road. This was in the Glenville area of Cleveland, specifically in East 93rd Street. And just so you know, the idea of a performance crime is that the perpetrator commits an act of violence as a way to please an audience and get their attention. There have been so many crimes, but the reason Steffens' case stands out is the dramatic twist where he turned the gun on himself afterwards. According to ABC News, Steffens murdered Godwin Sr., recorded it, and uploaded the video to Facebook. The video then sparked so much outrage that the police in Cleveland got involved very quickly. They launched a countrywide manhunt for 37-year-old Steffens, but while in pursuit, and before they could get to him, he turned the gun on himself.
Police had warned residents of Pennsylvania, New York, Indiana, and Michigan to particularly be on the lookout. Two parts of the crime disturbed most people who heard it. First, the video documenting the crime was up for at least 2 hours on Facebook until it eventually got flagged and taken down. Second, the victim, Robert Godwin, was picked at random, and I guess the residents of Glenville, Cleveland felt any one of them could be next. Pourquoi tu perds un membre de ta famille juste comme ça? C'est terrible, frère. À cause d'un débile, je sais pas, frère. Pourquoi tu... On Steffen's list. In an interview with News 5 right after the incident, a neighbor said, "Until he's caught, we're not safe. We don't know where he's at." Steffens was a careers advisor and counselor helping young people find employment. It's noted that he also worked as a case manager at a children's mental health facility. Before the incident, he had posted 2 videos, noting that he had lost everything through his gambling problem and that he was at loggerheads with his girlfriend of 3 years. He had also been evicted from his apartment. Just after these videos detailing his troubles, he shot another video where he stops driving and gets out of the car while notifying the audience that, quote, "I found me someone I'm about to kill." Obviously, the video is horrendous, but it's so weird imagining someone with a gun in their hand, but also their phone in the other. It's like, I don't even know, I can't say clout chasey, but it's, imagine like this, but with a gun on the other hand, and that was the video. That's the video. It's like a first person. I mean, that's what it is. It's not like it's a first person video. After the murder, it took the police 2 days to catch up with him after workers at a fast food chain in the city of Erie, 100 miles away from Glenville, recognized them and alerted the police. Steffens had ordered a 20-piece McNugget and large fries, but the workers delayed his fries so they could call the police. As he tried to escape, the police performed a pit maneuver with Sam spinning out of control. However, before he completely went off the road, he pulled out a pistol and turned the gun on himself. 4 years later, after the incident, Mr. Godwin's daughter wrote a book, Grace, just as a way to remember her father and deal with the loss. Eleni Topoluti's tragic Facebook date. The story of Eleni's murder is one of deeply seated misogyny, love, xenophobia, and sheer stupidity. On a fateful night in November of 2018, a Greek student, Eleni Topoluti, went out on a date never to return and only to be found dead a day later. Her death caused uproar in Greece and beyond, as it turned out to be a brutal murder involving a high-level family in Greece. A week before her death, Eleni was messaged on Facebook by 19-year-old Alexander, who said he had developed an interest in her. Alexander, an Albanian living in Greece, had a fairly attractive profile given his well-built physique and pictures of him running local marathons for charity. He seemed like a nice guy, and this was also reflected in the way that he would compliment Eleni. They friended each other on Facebook and chatted back and forth about random things, including Eleni's love for travel and her visiting the Rhodes Island in Greece, until eventually setting a date. They had never had contact with each other before their Facebook encounter, and to Eleni, this might have seemed just like a normal Facebook date. As agreed, on November 27th of 2018, Alexander came to pick up Eleni from her apartment for the date set out for 10 p.m. They planned to eat out at a local kebab shop. However, as she got into the truck, Alexander Je sais que c'est pas le moment, mais frère, ça parle de kebab. Et moi, je la donne de ouf. Ah. J'ai que dans la graille en plus, frère, c'est abusé. Le monde, c'est comment on peut traduire ce titre-là, en vrai? The Disturbing World of Facebook Criminals. Le monde perturbant, dérangeant, les criminels sur Facebook. Des criminels partout, frère, c'est abusé. Had come with, Eleni realized there was another person in the truck that apparently was joining them in on the date. This third person was Manolis Kakouras, a 20-year-old Greek citizen. Manolis and Alexander were friends, and after a chit-chat, they all set out for the date. Now, a key piece of background information that sets this story in perspective is that Manolis was a son. C'est le groupe au fond de la classe, non? La zone sans foi ni loi. À partir de la deuxième rangée derrière, tu rentres dans un territoire classé dangereux. That held considerable power due to their wealth. As you will later realize, this had a great effect on the trial of the case. During the date,
Manoli suggested they all go to a family-owned fancy summer house in Lindos, Rhode Island. They all set out for the house, but beforehand, Eleni messaged her friend to call and basically fake an excuse like, yo, call me, get me out of the situation, dude. And that call was to be in an hour. So yeah, you could tell she was aware of the weird nature of the situation. At the house, they ate, hung out on the rooftop, and had their drinks. Everything was okay up to this point, and then it went sideways quickly. While on the roof, Alexander and Manolis requested to have sex with Eleni. Based on their testimonies in court, Eleni politely refused, and this is when the physical struggle began. They accosted her, with one of them threatening her with a knife while the other grabbed her violently. Eventually, they overpowered her, took her to a room in the house, and assaulted her physically, and she lost consciousness at some point and then regained it after a while. Although beaten and bruised, she tried to fight back and told them that she would report this to the police. It was at this point that they decided to kill her. First, they tried strangling her, but they didn't succeed in that, so they ended up battering her face with an iron box. And even after that, she still didn't die, so they threw her off a cliff into a river. They drove out into a remote area, and that's when they threw her off the cliff. Surprisingly, the Les gens qui ont des medical problèmes, report je vais même pas vous mentir. Hein. Franchement, j'ai pas envie d'entendre des histoires de criminels, man. Vas-y, c'est abusé. Du basket, ouais, là, je suis chaud. C'est la reprise de la NBA et tout. Là, je suis chaud. Il faut pouvoir ça, frère. Vas-y. Les crimes et tout ça, là, on en a eu suffisamment pour aujourd'hui. C'est pas ce qu'on veut ici, hein. On veut juste se détendre, frère. This is a real hostile environment, and this is what NBA players think it is. 3 here are these finals. Tatum the drive, the sidestep, missed it. Lively there with the help. European fans are notorious for creating nightmares to opposing teams. And I mean, how would you feel if you had to get a win on the road in this atmosphere? Fans in Greece made it snow inside the arena and delayed the start for a while. And Luka Doncic knows this all too well. There's some really tough crowds in Europe. I think especially Greece, Serbia, Turkey. I think those are the three really tough crowds to play in. It's hard to listen to your teammate right next to you because they cheer so loud. Speaking of Serbia, Red Star Belgrade fans caused an earthquake in the arena. But look at the atmosphere. It is literally bouncing, and they're standing on that floor now. It's shaking. Yeah. The floor is shaking. Yeah, you can feel the floor shaking. You can feel the vibrations from the floor, from the noise, from the songs, from the dancing. It's just an amazing feeling. I mean, this is what European basketball is about. I'm sorry, you don't see this kind of thing anywhere else in the world, not in a basketball arena. Huge flags being waved, flares flashing as if it's a war going on. Massive drums pounding and leading the entire crowd to sing and yell all as one. By the way, I'm making this video from experience. I've seen a bunch. This is in my country, Macedonia. Macédonie. Hey. So, having witnessed a bunch of these absolute C'est mal à fumer, man. Pauvre. C'est pas pour rien qu'ils font des stades ouverts, là. Avec tous les feux et tout ça, là, c'est... wild scenes himself, when Nikola Jokic was asked about the pressure while playing on the road in the NBA, he just smiled and said this. Mais je pense que l'action justement d'avant, c'est qui pousse là? Wild scenes himself, when Nikola Jokic was asked. Oh, Marcus Morris, bien évidemment, frère. Un des jumeaux. Je pense que c'est lui, il avait poussé Jamal Murray ou je ne sais pas qui. Et puis Jokic... Ou bien non, c'est vrai que l'action, genre, il avait mis un screen, il avait posé un écran, genre, vraiment chelou. Je pense que c'est un truc comme ça. Et Jokic a foncé sur lui. Mot de vengeance. I play in Serbia, brother. I play in Serbia, so I wish you guys can feel that. Things are so crazy in Serbia that even the players themselves are joining the fans. This is stunning. Just imagine LeBron or KD doing this. C'est ça aussi qui est bien avec le sport, là.
Mais tu manques que des Actually, Kevin cliniques. Durant witnessed the madness firsthand when he attended the EuroLeague Final Four tournament. Turn the tide of this one, but Tout le monde time pédait dans remains le on the stade et clock, tout le monde. and the officials are going to have to get a hold of this one. But even though, in all probability, the game was over. Et puis truc frère, l'ironie c'est quoi? C'est que ça c'est pas au State mais c'est en Europe frère. On pourrait se dire que oui c'est au State vu comment là-bas tout est l'encens foigné voilà, mais non ça c'est en Europe. Et l'explication pour ça, bon, j'en ai une en tête mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que les tickets pour aller voir des matchs de basket au State, en NBA, genre tu te lèves pas juste comme ça pour aller, frère. Il y a un certain prix qui est plutôt élevé. Je sais pas pourquoi. Ça doit être une des raisons pour lesquelles là-bas c'est peut-être un peu plus calme. Ici, bon, je sais pas, hein, parce qu'en Europe, voilà, le basket c'est pas genre top, je pense même pas que ce soit genre top 3 des sports les plus populaires en Europe. Et voilà, tu as le truc, non? Tu as le football, t'as quoi encore? T'as genre tennis, tout ça, hein, volley, etc. Je ne sais pas c'est quoi l'ordre exact, mais je pense pas que, ouais. Je pense pas que le basket soit aussi populaire en Europe qu'au States. And I was shocked to find out that all of this chaos was just fans welcoming Evan Fournier to the team. Je sais pas que Fournier il avait joué He là-bas un completely moment. took over the airport, and this was the first thing that Fournier saw when he got off the plane. And this is a staggering moment for my hometown, where the fans packed the entire arena for a freaking practice. Not a game, not a game. Un We're talking entraînement, about frère. practice. Ils ont tout donné à l'entraînement. What the fuck? This immeasurable passion and love for the game is probably why Luka admitted that he watches way more EuroLeague games than the NBA. I watch some NBA games, but I watch more EuroLeague than NBA. But if it's a really good game and it's on TV, I'll watch it. And one-off spectacles like this Dis-moi ça, exhibition game played in Belgrade under open sky are just flat out stunning. Ça a trop de flow, man. C'est vrai que si tu es en train de jouer, tu vas rien capter. Mais juste regarde les images. Just recently in Greece, there was a game being played at a historical venue, the stage of the first modern Olympics. So with more than 40,000 fans watching, this of course was a phenomenal sight. Speaking of that, one thing you always see in the stands for EuroLeague games are these amazing choreographies that fan groups come up with. It usually means something and sends a message to the opponents, but there are also examples like this one, partisan supporters paying respect to their coach, Željko Obradović. So when you see all of this, along with the shirtless fans screaming till their face turns red, you see the arena shaking and of course the flares lighting up, and compare that to an NBA game, it looks shockingly different. Tristan Thompson finds James. On a thunderous Bien sûr que c'est différent, frère. C'est vrai que de l'autre côté, l'ambiance c'est un truc de fou. Mais soyons pratiques aussi, frère. Si tu veux que ton équipe gagne, ben, tu vas fermer ta gueule pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Non. Bon. Mais voilà, quoi. Après tout ce qu'il vient de nous montrer là, c'est pas pendant les matchs. Parce que les gens, ils savent vraiment à quel moment il faut se taire et à quel moment faire du bruit. Mais ça rien à... Ok. Qu'est-ce qu'il a dit, wesh? Rihanna just walked in front of me. Are you kidding me? What are you doing, man? Stay with the game. LeBron makes a spectacular play like this, and that's what you deal with? Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Just walked thunderous dunks here in the opening period. I don't know about this, but James. NBA game, it looks shockingly different. Tristan Thompson finds James. A lot of Par contre, c'est thunderous final là. dunks here in the opening period. I don't know about this, but La belle époque. Rihanna just walked in front of me. Are you kidding me? What are you
you doing, man? Stay with the game. LeBron makes a spectacular play like this, and that's what you deal with? Yeah, what a play. You see the celebrities in the front rows, everyone looking posh, and the action from the crowd boils down to this. DJ Khaled, c'est qu'on appelle. O'Neal, a little too tough. Yeah, that's a tough one. That's a... Thing is, the whole Everybody culture is clap different. your In hands. the US, people go to a basketball game as a way of entertainment and treat it the same way like going to the movies or a concert. They have their drink, the popcorn, or the hot dog. In Europe, it's do or die mentality, both for the teams as well as the fans. Every single game. I mean, just look at some of the top coaches, the most well-respected minds in EuroLeague basketball. Watch their intensity during games. In your eyes, you're good guys. Fuck you, everybody. Fuck you, okay? Fuck you, this is Fuck you everyone, man, what the fuck? Top coaches, the most well-respected minds in EuroLeague basketball. Watch their intensity during games. In your eyes, you're good guys. Fuck you, everybody. Fuck you, okay? You want me to repeat million times? Fuck you, this is a number. They're a quality. Oh là 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 là, ça je pourrais regarder des compilations de ça pendant genre des heures et des heures. They're a quality team. What the fuck is this, man? We end the march. What the fuck is this? To the passing lane. 2 steps into the passing lane. What you said? What you want? Pasta. Iko coach. Calme-toi. What you want? Iko no coach. What you want? Pasta. Now you ask me what to play, huh? Tu rates un panier ouvert, frère. Quand mort et le coach il te met une droite bien placée là. Pop, qu'est-ce que tu as allé foutre là-bas? So all the life, Oh. you wait for me. Okay, all the life, and all of you. You don't have this On appelle ça la passion. in the NBA. One, because they just don't function like that, but two, and possibly more important, because there is no way you yell like this to the franchise superstar that's worth $200 million. Just imagine a coach berating LeBron like this. He would be fired before the game is even over. Heck, David Blatt, one of the best EuroLeague coaches at the time, got fired from the Cavs after a 30-11 record to start the season. By far the #1 team in the East, and just months after making the finals. In a league where entertainment is everything and superstars are the difference between a team being a contender or not, you definitely want the top dog being happy and the fans buying expensive tickets. In Europe, coaches are the authority and they preach team basketball, so basically they're the most important piece to the puzzle. This season, Partizan did the unthinkable and gave Obradovic a blank slate to craft his team. Not a single player from last season was left on the team, and the coach brought in an entirely new roster for this year. That season Ils was ont left tout on the team. vidé. On va essayer des noms qu'on connaît. Il a dit Paris, non? J'ai cru entendre Paris. Jalen Smith, James Nanali, Danilo Andjusic, Saud Rexilsi, Alessa Kromovic, Perry Drosier. Perry Drosier, frère, Thierry. C'est le Thierry Rosier de Wish, frère. Perry Drosier. Ogden Jaramas, Zach Ledey, Kevin Funter, Alan Smilagic, Ross Trifunovic, Matthews, IceTka. From last season was left on the team, and the coach brought in an entirely new roster for this year. That's absolutely wild, but it's happened a few times. It's also worth pointing out that Obradovic is the winningest coach in EuroLeague history with 9 titles. So whatever reputation Greg Popovich holds in the NBA, Željko doubles that. So this trust is well deserved.
If you've never watched the EuroLeague, this season is the perfect time to tune in, as there are going to be Yo, ça almost dit quoi? 100 former NBA players suiting up. I've actually started a brand new channel focused solely on the EuroLeague, so check out the first video of the Wireless EuroLeague Games. Mais par contre, faut qu'on se dise la vérité. Hein. Les mecs qui s'énervent et tout, que la NBA c'est trop focus et tout ça là, mes frères, vas-y, tu peux pas comparer l'Euroleague à la NBA. Soyons honnêtes. Hein. Moi, ça, j'en ai marre, frère. C'est comme ça, des Didi partout. Genre, c'est vraiment ça que tu vois partout, c'est abusé. 9 minutes pour devenir accro à ce jeu. Le rappeur qui a refusé de mourir, on connaît bien son histoire à lui. Qu'est-ce qu'on se fait? J'ai dit t'as joué à Touquet, mais bon. Lesquels, 21 La peste de retour, no way. Give me your money. Interesting. Les histoires cachées de l'NBA, ça, j'ai envie de voir ça aussi. Soirée basket, on est bien tranquille. On s'installe bien au chaud. On se met dans la position la plus confortable. Et c'est parti, hein. Les échanges de joueurs entre clubs ont toujours été une partie intégrante des écosystèmes sportifs. Généralement, ils ont pour but de répondre à des besoins stratégiques et financiers, tout ça en essayant de trouver un accord équitable entre les deux parties. Pour l'instant, je ne vous apprends rien. Mais on est d'accord que généralement, ces négociations et transactions incluent en toute logique des sommes d'argent, des échanges de joueurs, des choix de draft dans le cas de la NBA, ou même des clauses spécifiques, ce qui reflète parfaitement de la dimension stratégique et économique de ces accords. Et dans le cas de l'histoire que je vais vous raconter, nous faisons face à un échange entre l'un des meilleurs shooters de tous les temps et une photocopieuse. Oui. Attends, c'est Kyle Crowder? Yeah. Face à un échange entre l'un des meilleurs shooters de tous les temps et une photocopieuse. Oui, cette histoire existe. Le shooter en question se nomme Kyle Korver. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur NBA. Il a, si je dis pas de bêtises, il a fini sa carrière à Milwaukee. En 2019, je sais qu'il était à Milwaukee. Il avait fait un cours aussi à Cleveland. Ouais, le dernier maillot dans lequel je l'ai vu, c'était Milwaukee. Est reconnu spécifiquement pour son efficacité au tir longue distance. Et son efficacité en question l'a amené directement dans la liste des meilleurs shooters à 3 points de tous les temps. Et il est actuellement à la 7ème place de cette liste. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais à l'inverse de toutes ces superstars que l'on peut voir à la télé et de ce qu'il est devenu aujourd'hui, à l'époque, personne n'avait décelé ce talent chez Kyle Korver. Il était juste assez fort pour entrer en NBA, mais sans plus. Et tout le monde l'imaginait sincèrement en tant que joueur de seconde zone, qui passerait sa carrière à cirer les bancs des franchises NBA en grappillant quelques minutes par match, c'est tout. Et donc, au vu de cette image qu'il reflétait, il se fait drafter à la fin du second tour de draft à la 51e place par les Nets en 2003. Mais il y a un petit problème. Pas très chanceux notre Kyle Korver. C'est qu'en 2002, les Nets sortent d'une très grosse saison, avec un roster très solide, sauvé par l'arrivée d'un fameux Jason Kidd qui a transformé cette équipe des New Jersey Nets en une équipe redoutable, auparavant située en bas de tableau. Et en 6 mois, cette équipe est devenue une prétendante au titre, tenue par un trio infernal mené par le sauveur de la franchise, donc Jason Kidd, suivi par un Kenyon Martin au top de sa forme et un très bon Richard Jefferson. En plus d'être arrivés en finale, ils ont renforcé leur image d'équipe au titre, en inscrivant un très bon bilan en fin de saison régulière de 49 victoires pour 33 défaites. Donc avec tout ça, il est facile de comprendre que l'équipe est très bien équilibrée. Ils n'ont pas besoin d'un joueur en fin de draft qui risque de chambouler tout cet équilibre. Mais la franchise avait besoin de quelque chose. D'un peu d'argent pour pouvoir financer leur équipe de Summer League. La Summer League qui est une ligue d'été réservée aux jeunes joueurs. Il y a peut-être une corrélation entre jouer au golf et savoir tirer à 3 points. C'est notre très cher ami Curry, apparemment, il est... Qui a lieu un peu après la saison NBA. Donc, pour avoir cet argent, ils vont faire en... Yo, frère,
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui le live actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la série Starting Five de Netflix là? Je me demande si c'est un truc qu'il faut regarder ou pas. Sorte de trouver un deal qui les arrange. Ils vont proposer à la franchise des 76ers de leur donner Kyle Korver et en échange, ils veulent seulement de l'argent. Le staff des 76ers accepte de financer leur équipe Summer League et ils leur donnent un petit plus de manière symbolique pour leur avoir donné Kyle Korver. Donc au total, ils obtiennent 125 000 $, c'est parfait pour financer leur entrée en Summer League. Et donc, avec le reste de l'argent, ce qui représente la valeur de Kyle Korver, le staff des Nets vont s'acheter une toute nouvelle photocopieuse. D'après les rumeurs, elle faisait office de fax. C'était vraiment un game changer à cette époque-là, je précise. La dégriffe. Une légende comme Kyle Korver a été drafté, il a été transféré dans une équipe Summer League contre une photocopieuse. Donc plutôt. On a regardé comme ça, on a dit, toi là, lui là, on veut votre joueur là. Aussi, les autres, nous on veut de l'oseille. Mais on a aussi besoin d'une photocopieuse, donc... Plutôt pas mal pour les bureaux. Et la tournure assez comique de cette histoire, c'est que 20 ans plus tard, Kyle Korver est devenu l'un des meilleurs shooters de tous les temps, et la machine de son côté est cassée. Voilà, dommage. Respect your professionalism, ladies and gentlemen. This is a guy that has played how many years? 14. I was 50 picks after LeBron. Oh, 50 picks. That's awesome. Wow. Yeah, so this is not that type of set. I should have been your teammate. You should have been Jersey, right? Yeah, who did they draft? No, they sold me. They sold you? They sold me for, like, they paid for Summer League and they bought a copy machine. Someone really told me this. They bought a copy machine with the money that they sold me for. I repeat, the jury is still out on whether or not the Nets got the better deal now. But Kyle, we made some really bad decisions there for a while in New Jersey. Some of the draft picks didn't work out, so I'm just going to say that, hey, don't feel bad. I think you did just all right showing up in Philly. I hope so. It doesn't work. It doesn't have 10,000 points. It doesn't have 10,000 points, which you do. There we go. See, now he's starting. Pour tous les gros consommateurs de NBA, on est tous d'accord pour dire qu'on s'habitue progressivement à voir des matchs au score très élevé, avec des prestations collectives et individuelles impressionnantes qu'on a justement pu assister tout au long de cette saison 2023-2024. Avec, je précise, un total de 7 joueurs inscrivant 60 points ou plus lors de cette saison, dont 4 dans la même semaine. Cette stat, c'est vraiment du n'importe quoi. Il faut noter que, bien évidemment, le niveau... Pauvre Karl Anthony Towns, frère. Le pauvre. Le jour, justement, où il a fait ses 62 points, là, et Joel Embiid a fait 70. Et ça nous a donné cette interaction-là, franchement, qui est magnifique. Je pense que c'était Kevin Durant, après une game, justement, où, s'il y a le match ici, non, il n'y a pas le match là. Il s'est calé, les gens ont demandé, qu'est-ce que tu as pensé quoi de la performance de Joel Embiid, qu'il a marqué 70 points. Il a dit 70. Mais je pense qu'il lui avait aussi donné le nombre de points que Kat a marqué, mais bon. Cette saison. Donc 4 il a dans la juste même semaine. Ça et puis il a, c'est vraiment du il a vu les n'importe quoi. 70 de Embiid. Bien évidemment, le niveau de ces individualités fait qu'elles ont les capacités d'atteindre ce genre de score. Mais ils sont en plus de ça favorisés par certaines règles instaurées par la Ligue, qui cherchent petit à petit à mettre en avant un jeu beaucoup plus offensif. Last time you were on the pod, you said that scoring 30 in the NBA was... Hold on. I know you said scoring 30 in the NBA was way easier than scoring in Europe. And a lot of people have co-signed that. I'm not here to dispute that take at all. The other night you had 73 against the Hawks. And to some degree, it did look easy. Did that 73 feel easy? Oh, no. No? No, definitely not. I mean, everybody's saying my game looks easy. It's not easy, trust me. But when I said that, a lot of people didn't agree with me. It was 2-3 years ago. Yeah. I always say it's because of the rules. Last minutes, the 3 seconds in the paint, the difference is huge. I don't think people realize how huge that is. Because, when I'm isoing, I watch the defender in the paint, so he got to go out at some point. So when he's going out, I try to attack. So that's a huge difference. But no, it wasn't easy scoring 73.
En plus de la limite des 3 secondes dans la raquette, le commissaire de la NBA a suggéré aux arbitres d'être moins rigides sur les règles du basket à l'égard des stars NBA. Donc voici pourquoi on se retrouve avec d'énormes marchés, des reprises de dribble à tout va, ou même des portées de balles évidents. Et on ajoute à cela le fait que les défenseurs n'ont plus le droit de défendre en antenne. Ce que l'on appelle une défense en antenne au basket, c'est le fait de mettre un bras en avant, souvent au contact du joueur attaquant pour le déstabiliser ou pour rattraper un retard défensif. Mais cette méthode est maintenant interdite en NBA. Alors que ça envoyé des techniques de fond. Pour des scoreurs à très haut niveau. Ça envoyé des techniques de fou, frère. Mais bon. Mais en vrai, je sais pas, ils ont peut-être... J'ai failli casser ma manette. Au niveau, c'est du pain béni. Et cette évolution du jeu reflète une volonté de rendre les matchs plus spectaculaires et divertissants. Plus c'est fou, plus ça rapporte. C'est normal, c'est la philosophie de la NBA depuis toujours. Mais la NBA n'a pas toujours été comme ça, que ce soit en termes de points ou de renommée. Avant d'être la ligue ambassadrice du basketball, lors de sa création en 1949, après la fusion de deux ligues rivales, la BAA et la NBL, cette ligue fraîchement sortie du berceau était naturellement en quête de reconnaissance et de notoriété dans le monde du sport. Donc chaque match organisé représentait une chance de perdre ou de gagner des fans. Donc les matchs devaient refléter d'une certaine excellence sportive, pour attirer l'attention des spectateurs. Et c'était censé être le cas le soir d'un fin novembre 1949, dans un stade rempli de 7500 spectateurs, à Minneapolis. Ce match opposait la très belle équipe des Minneapolis Lakers, menée par l'étoile montante de la NBA à cette époque, le grand George Mikan. C'est l'un des tout premiers pivots dominants de la NBA, fort de ses 2,8 m, il était connu pour son haut niveau au rebond, de ses contres destructeurs, et c'était l'un des plus fins utilisateurs du hook shoot, qui est un tir toujours utilisé de nos jours, connu pour sa difficulté d'utilisation, mais létal s'il est bien exécuté. En plus de tout ça, cette saison, George Mikan était soutenu par un futur Hall of Famer, Vern Mickelson, et d'un très bon Jim Pollard. Avec un roster pareil, les Minneapolis Lakers étaient l'une des équipes les plus effrayantes et les plus respectées de la NBA à cette époque. Donc, en face, l'équipe des Fort Wayne Pistons, dépourvue du niveau et du talent de cette belle équipe, ce soir-là, ils ont très vite compris qu'ils ne faisaient pas le poids. Donc, on s'attendait tous, plus ou moins, à une victoire écrasante des Lakers. Donc un match pas très fort en rebondissement et en émotion, mais tout de même divertissant. Mais le coach des Fort Wayne Pistons avait un tout autre plan. Le match commence et la balle revient aux Pistons. Ralph Johnson, meneur des Pistons, balle en main, avance timidement vers la défense effrayante de Mikens et ses amis. Mais à ce moment-là, personne ne le sait encore, et le meneur des Pistons est sous les ordres de son coach, qui lui ordonne à lui et à tous ses coéquipiers de garder le ballon. Au moment où le match commence, tous les joueurs des Pistons vont se renvoyer la balle sans relâche, sans même chercher à marquer un panier. Et vous allez me dire, il y a une limite de temps, ils peuvent pas faire ça pendant tout le match. Eh bah si, justement. À cette époque, il n'y avait pas de chronomètre, pas de limite de temps entre chaque possession de balle, rien du tout. Donc ils vont se renvoyer la balle sans arrêt. Le coach des Pistons avait dit: si les Lakers n'ont pas la balle, ils ne pourront pas marquer. S'ils ne peuvent pas marquer, ils ne peuvent pas gagner. En soi, cette stratégie n'était pas interdite. Imaginez juste la tête des spectateurs qui ont payé leur billet pour voir cette horreur. Bon, va falloir que moi je fasse une petite pause. À la base, j'ai juste lancé pour faire un test. Mais voilà. Je me sens toujours un peu fatigué. Surtout que ça fait un petit mois que j'ai pas mangé. Il faudrait que j'aille chercher quelque chose à grailler. Puis voilà. C'est un petit test justement pour voir ce que ça allait donner cette affaire de multistream là. Et en vrai, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile, genre de mettre en place mon live, le live YouTube. Mais en réalité, ça va. Hein. Ça va. Donc voilà. Se revoit sûrement demain, plus tard ou demain, littéralement. Je pense que ça sera demain.